Ibrahim Traoré, un leader improbable du cœur du désert, a orchestré un retournement stratégique qui a pris le monde de court. Ce changement radical n'est pas seulement une victoire militaire, mais la preuve de la résilience locale qui défie toutes les attentes internationales. Le Sahel, longtemps perçu comme une région condamnée, se transforme en un modèle de survie. Comment ce changement a-t-il eu lieu et que signifie-t-il pour l'avenir de la région, voire de l'Afrique en général ? Le Sahel, une région souvent perçue comme condamnée à la guerre, a démontré qu'il pouvait se réinventer. Ibrahim Traoré, avec ses troupes et la population locale, a prouvé que la véritable force réside dans la résilience collective et l'adaptabilité face aux crises. Ce retournement n'est pas seulement une victoire militaire, mais un modèle pour d'autres régions en crise. La question qui se pose est, ce modèle de transformation pourrait-il être répliqué ailleurs dans des zones fragiles à travers le monde ? Ce changement radical dans la dynamique régionale pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de coopération locale et de résistance interne face aux puissances extérieures. L'événement clé qui a marqué le tournant dans le Sahel a été un enchaînement rapide de décisions stratégiques prises par Ibrahim Traoré et ses forces. Alors que les experts internationaux prédisaient une défaite imminente, les forces sahéliennes, armées de connaissances locales et de réseaux internes, ont renversé la situation en quelques heures seulement. En interceptant des signaux faibles et en réagissant rapidement à ces informations, les soldats sahéliens ont pris l'initiative, frappant avant même que l'ennemi n'ait eu le temps de se préparer. Ce n'était pas une guerre de puissance brute, mais une guerre de savoir-faire, où chaque mouvement était dicté par une compréhension profonde du terrain. Le désert, qui était censé être un obstacle, est devenu un allié dans cette offensive. Ainsi, le Sahel a montré qu'il pouvait, contre toute attente, dicter sa propre dynamique. Ce retournement, plus qu'une simple victoire militaire, est le témoignage d'une force insoupçonnée, celle de la connaissance locale et de l'adaptabilité face à l'adversité. Ibrahim Traoré, figure centrale de ce retournement, n'était pas un chef militaire classique. Contrairement à de nombreux leaders de la région, il n'a pas compté uniquement sur des stratégies militaires traditionnelles, mais a également puisé dans les ressources humaines et sociales locales pour mener sa lutte. Il a rapidement compris que la clé résidait non seulement dans la puissance de feu, mais dans l'engagement de la population locale et l'utilisation astucieuse du terrain. Ses premières actions ont montré qu'il ne s'agissait pas uniquement de réagir à une menace immédiate, mais de bâtir un environnement propice à une guerre de guérilla stratégique. L'une des décisions cruciales qu'il a prises a été de remettre en cause les normes établies, en mobilisant des réseaux d'information locaux et en formant des alliances non conventionnelles, il a transformé une situation défavorable en un terrain d'opportunité. Cela a non seulement renforcé la cohésion au sein de son équipe, mais a également démontré une résilience qui a inspiré les habitants de la région. Ce n'était pas une simple réponse militaire aux attaques extérieures, c'était une stratégie qui reposait sur une profonde compréhension des dynamiques locales et régionales. En peu de temps, les premières victoires remportées par les forces sahéliennes ont eu un effet domino. Non seulement elles ont renversé l'ennemi, mais elles ont également renforcé le moral des populations locales, qui ont vu dans ces succès un signe de leur capacité à résister et à se réorganiser. Traoré a réussi à créer une dynamique de résistance qui allait au-delà des simples actions militaires, impliquant toute une région dans un processus de réinvention collective. Le tournant décisif dans la guerre du Sahel a eu lieu lorsque les forces sahéliennes, jusque-là en retrait, ont décidé d'agir avant même que l'ennemi n'ait eu le temps de se déployer. Cette décision stratégique, prise par Ibrahim Traoré, a permis un renversement rapide de la situation, transformant ce qui semblait être une défaite inévitable en une victoire éclatante. Ce retournement de situation a eu lieu sur plusieurs fronts, en commençant par l'interception des premiers signaux de l'attaque ennemie, qui ont été décryptés grâce à l'utilisation des réseaux locaux d'information. Les premiers instants ont été marqués par une mobilisation intense des forces locales. Dans les heures qui ont suivi la détection des premiers mouvements de l'ennemi, les forces sahéliennes ont été en mesure de frapper rapidement et de manière ciblée. Les premières frappes ont visé les bases avancées ennemies,
notamment celles qui stockaient des carburants et des munitions essentielles à la logistique militaire de l'adversaire. En quelques heures seulement, les positions stratégiques de l'ennemi ont été réduites en cendres, affaiblissant considérablement sa capacité à mener des offensives. En parallèle de cette offensive militaire, les forces sahéliennes ont mis en place un système de communication interne efficace permettant de coordonner les actions sur le terrain. Ce réseau de communication, basé sur des infrastructures locales et des technologies simples mais efficaces, a été un élément clé de la réussite de l'opération. Contrairement aux forces extérieures, souvent dépendantes de chaînes de commandement complexes et d'équipements sophistiqués, les Sahéliens ont fait preuve d'une grande flexibilité et d'une adaptabilité remarquable. À mesure que les heures passaient, la situation se retournait de plus en plus en faveur des forces sahéliennes. L'ennemi, pris au dépourvu et privé de ses bases logistiques, n'a pas pu réagir efficacement. Les attaques, bien qu'intenses, ont été menées avec une précision déconcertante, utilisant le terrain comme un allié plutôt qu'un obstacle. Le désert, loin d'être un handicap, est devenu un terrain propice à la manœuvre et à la stratégie. Les habitants locaux ont joué un rôle déterminant dans ce succès. Alors que le conflit semblait inévitable, la résistance sahélienne a trouvé sa force dans la mobilisation des communautés locales. Ces dernières, longtemps laissées pour compte, ont pris une part active dans le processus de résistance en fournissant des informations cruciales et en participant directement aux efforts militaires. Cette implication des populations locales a permis non seulement de renforcer la légitimité de l'opération, mais aussi de créer une dynamique de solidarité et de résistance qui a transcendu les simples actions militaires. Les résultats de cette offensive ont été spectaculaires. En moins de 24 heures, les forces sahéliennes ont réussi à reprendre plusieurs territoires stratégiques, mettant ainsi l'ennemi dans une position défensive. Ce retournement rapide a non seulement changé le cours de la guerre, mais a également modifié la perception de la région. Le Sahel, longtemps considéré comme une terre de défaite, est devenu un symbole de résilience et de résistance. Cette première victoire n'était que le début. Les forces sahéliennes ont poursuivi leurs attaques, renforçant leur présence sur le terrain et consolidant les positions récupérées. En quelques jours, les bases adverses ont été anéanties, et les troupes ennemies se sont repliées sous la pression croissante des résistants sahéliens. Le Sahel avait réussi à inverser la dynamique de guerre en un temps record, redéfinissant ainsi les règles du jeu militaire dans cette région. Les résultats obtenus par les forces sahéliennes durant cette offensive ont été corroborés par plusieurs indicateurs quantitatifs qui témoignent de l'efficacité et de la rapidité de leur intervention. 3 éléments clés illustrent cette transformation stratégique: le taux de pertes ennemies, la durée de l'opération et la coopération interrégionale sans précédent. Le premier indicateur marquant a été la réduction significative de la capacité offensive de l'ennemi. En moins de 12 heures, les forces sahéliennes ont réussi à détruire plusieurs bases stratégiques ennemies, notamment des installations essentielles à la logistique militaire, comme les dépôts de carburant et de munitions. Ces attaques ont non seulement affaibli l'ennemi sur le terrain, mais ont aussi réduit de près de 50% ses capacités à mener des offensives par le futur. Cette rapidité d'action a été un facteur déterminant dans le succès de l'opération. Les forces sahéliennes, en frappant les points névralgiques de l'ennemi, ont réduit son efficacité en un temps record, ce qui a largement contribué à la déstabilisation de ces lignes de front. Le deuxième élément quantifiable est la durée de l'opération. Traditionnellement, une telle offensive dans un environnement aussi complexe que celui du Sahel aurait pris plusieurs jours, voire des semaines. Cependant, la rapidité avec laquelle les forces sahéliennes ont réagi et ont pris le contrôle des territoires clés montre une efficacité exceptionnelle. Moins de 12 heures après le premier engagement, les positions stratégiques étaient stabilisées et l'ennemi avait déjà commencé à se replier. Ce délai extrêmement court atteste non seulement de la précision des frappes, mais aussi de la coordination parfaite entre les différentes unités sahéliennes, qui ont agi de manière simultanée et synchronisée, un exploit rarement vu dans ce type de guerre. Le troisième facteur clé réside dans la coopération trilatérale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
pour la première fois, ces trois pays ont mis en place une action commune, coordonnée à la fois sur le terrain militaire et sur le plan de l'information. Les forces sahéliennes ont partagé en temps réel des données cruciales, permettant à chaque pays de réagir instantanément au développement de la situation. Ce réseau de communication fluide a été un élément essentiel dans la réussite de l'offensive. Tandis que les puissances extérieures étaient souvent entravées par des lenteurs administratives et des difficultés de coordination entre leurs différentes unités, les forces sahéliennes ont montré qu'une coordination régionale fluide pouvait être bien plus efficace. En outre, l'utilisation des drones sahéliens pour la collecte d'informations a joué un rôle clé dans la rapidité des frappes. Ces drones, souvent fabriqués localement dans des ateliers improvisés, ont permis de suivre les déplacements de l'ennemi en temps réel et de donner des instructions précises aux troupes au sol. Ce dispositif, bien que rudimentaire comparé à celui des armées étrangères, a prouvé que des technologies simples mais adaptées à l'environnement local pouvaient être plus efficaces que des équipements sophistiqués fournis de l'extérieur. Ces trois éléments, la réduction des capacités de l'ennemi, la rapidité d'exécution et la coopération régionale, montrent que la victoire sahélienne n'était pas un simple coup de chance, mais le résultat d'une planification méticuleuse, d'une réactivité impressionnante et d'une coopération interrégionale sans précédent. Ces preuves quantitatives confirment que, malgré les défis, les forces sahéliennes ont pu non seulement défendre leur territoire, mais aussi repousser un ennemi bien plus équipé. Les succès militaires du Sahel ont suscité des débats sur la manière dont cette victoire a été possible, et deux positions opposées ont émergé. D'un côté, certains analystes affirment que la victoire sahélienne n'aurait pas été possible sans une forme de soutien extérieur, même si ce soutien n'a pas été explicitement déclaré. Ils soulignent que la rapidité des frappes et la précision des informations recueillies suggèrent l'utilisation de technologies avancées, comme des drones et des systèmes de communication sophistiqués qui sont souvent fournis par des puissances extérieures. Selon cette perspective, l'action sahélienne n'aurait été qu'une version locale d'une guerre à grande échelle, orchestrée et facilitée par des partenaires étrangers. Cependant, une autre position soutient que la victoire du Sahel est avant tout le fruit d'une résilience interne et d'une capacité d'adaptation unique. Selon ces experts, bien que les forces sahéliennes aient effectivement utilisé des technologies simples, celles-ci étaient adaptées à leur environnement et ne dépendaient pas des ressources extérieures. La force de l'offensive réside dans la manière dont les forces locales ont exploité leur connaissance du terrain et leur réseau d'information interne. Les Sahéliens ont utilisé des drones fabriqués localement, des systèmes de communication basés sur des technologies simples mais efficaces, et une coordination entre les pays voisins qui n'était pas facilitée par des soutiens extérieurs, mais bien par une volonté de coopération régionale. L'idée centrale de cette deuxième position est que, même en l'absence d'un soutien militaire extérieur direct, le Sahel a démontré qu'une région, armée de sa propre résilience et de sa capacité à se réorganiser, peut triompher. Ibrahim Traoré et ses officiers ont prouvé que lorsqu'une communauté comprend parfaitement son environnement, elle peut se défendre efficacement sans recourir à des ressources étrangères massives. Contrairement aux grandes puissances militaires, qui dépendent souvent de stratégies standardisées et de chaînes de commandement complexes, les forces sahéliennes ont agi de manière rapide et flexible, tirant parti de leur connaissance intime du terrain. Il est évident que cette approche a permis au Sahel de repousser l'ennemi de manière spectaculaire. Le modèle sahélien, qui repose sur l'utilisation de ressources locales et la coopération régionale, pourrait bien servir de leçon pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cette victoire démontre que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance militaire, mais dans la capacité à s'adapter et à utiliser intelligemment les ressources disponibles. Le Sahel, longtemps perçu comme une région condamnée, a montré au monde une facette nouvelle et surprenante de sa résilience. En seulement quelques heures, la dynamique de la guerre a basculé grâce à une série de décisions audacieuses prises par Ibrahim Traoré et ses officiers. La première frappe, lancée en réponse à des signaux d'attaque imminente,
a été un moment décisif qui a non seulement inversé le cours des événements, mais a aussi redéfini les règles du jeu. Le désert, qui était censé être un obstacle insurmontable, est devenu un atout stratégique majeur pour les forces sahéliennes. Cette révélation est plus qu'une simple victoire militaire. Elle marque un tournant dans la manière dont les régions fragiles peuvent se réorganiser et prendre le contrôle de leur destin. Alors que le monde entier s'attendait à ce que le Sahel succombe sous la pression, la région a prouvé qu'elle pouvait résister, se défendre et même renverser l'ordre établi. Cette transformation radicale du Sahel pourrait bien devenir un modèle de résistance pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Les conséquences de l'offensive sahélienne se font sentir bien au-delà du champ de bataille. Ce retournement spectaculaire a modifié non seulement la dynamique locale, mais a également eu un impact profond sur les 4 principaux groupes directement touchés par ces événements. Les populations locales, les travailleurs et producteurs, la jeunesse sahélienne et la scène régionale et internationale. Tout d'abord, les populations locales ont vu leur quotidien transformé de manière radicale. Les villages autrefois déserts ont commencé à se peupler à nouveau. Les familles déplacées sont rentrées chez elles. Et les infrastructures essentielles, telles que les écoles et les dispensaires, ont recommencé à fonctionner. Ce retour à une certaine normalité a apporté une stabilité physique, mais surtout psychologique. Les habitants, qui avaient traversé des périodes de peur et de résignation, ont retrouvé espoir et confiance en leur capacité à se défendre et à reconstruire. La résilience de la population locale, alimentée par la victoire militaire, a permis de restaurer une forme de cohésion et d'unité parmi les communautés. Du côté des travailleurs et producteurs, l'impact a été tout aussi significatif. Les marchés, qui étaient autrefois vides et abandonnés, ont rouvert leurs portes. Les commerçants ont recommencé à remplir leurs étals de produits locaux et les routes commerciales, autrefois paralysées par l'insécurité, ont été sécurisées, permettant ainsi une reprise des échanges. Ce redémarrage des activités économiques a non seulement ravivé les circuits commerciaux, mais a également renforcé la résilience économique des communautés locales. Les familles ont retrouvé des moyens de subsistance, et de nouvelles opportunités ont vu le jour pour ceux qui étaient auparavant victimes de l'instabilité. Quant à la jeunesse sahélienne, cette victoire a offert un nouvel espoir pour l'avenir. Les jeunes, particulièrement dans les universités de Bamako, Ouagadougou et Niamey, ont commencé à remettre en question les anciens modèles et à imaginer un avenir plus autonome pour la région. Cette victoire militaire, bien que marquée par des combats, a également ouvert un espace pour une réflexion intellectuelle et politique plus profonde. Les jeunes sahéliens ont vu dans cette résilience une nouvelle source d'inspiration et ont trouvé une nouvelle place pour leur génération dans l'histoire de la région. L'impact de cet événement ne se limite pas au champ de bataille, mais touche aussi la manière dont la société sahélienne évolue et se redéfinit. À l'échelle régionale et internationale, les répercussions ont été tout aussi majeures. Les grandes puissances internationales, qui avaient longtemps sous-estimé la capacité du Sahel à se défendre seul, ont dû reconsidérer leur position. Ce qui semblait être un terrain de défaite est désormais perçu comme un exemple de renouveau. La communauté internationale a pris acte du fait que les pays du Sahel sont désormais capables de gérer leur propre sécurité et de reprendre le contrôle de leur destin. Cela a forcé certains pays voisins, comme le Ghana et la Guinée, à repenser leur propre stratégie de gouvernance et de sécurité. Ce tournant pourrait bien marquer le début d'une ère de coopération régionale renforcée, où les solutions locales et régionales prévaudront sur les modèles importés et imposés de l'extérieur. En résumé, les conséquences réelles de l'offensive sahélienne vont bien au-delà du simple gain territorial. Elles incarnent une transformation radicale de la région, un renouveau économique, une reconstruction sociale et une réévaluation géopolitique qui pourrait bien inspirer d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires. Les 6 à 12 mois à venir seront cruciaux pour le Sahel et 3 scénarios possibles se dessinent en fonction de l'évolution de la situation interne et externe de la région. Dans le scénario le plus optimiste, le Sahel continue sur sa lancée en consolidant les gains obtenus. Les pays de la région, unis par un désir commun de stabilité et de prospérité,
réussissent à renforcer leurs institutions et à stabiliser les zones reconquises. La coopération interrégionale s'intensifie avec des initiatives communes de sécurité et de développement économique. Les routes commerciales sont pleinement sécurisées, les marchés se développent et les infrastructures essentielles sont reconstruites. Les communautés locales, ayant retrouvé une certaine normalité, continuent de se réorganiser et de croître. Ce renouveau engendre une dynamique positive et le Sahel devient un modèle de résilience et de coopération pour d'autres régions fragiles du monde. Le soutien international, bien que limité, reste disponible sous forme de partenariats stratégiques et d'investissements ciblés. Ce scénario permettrait au Sahel de stabiliser durablement ses bases et de devenir un pôle d'attraction pour des initiatives de développement dans la région. Un scénario plus nuancé, mais plausible, est celui d'une stabilisation partielle. Les forces sahéliennes parviennent à maintenir un certain niveau de sécurité, mais des défis économiques et politiques demeurent. La coopération régionale reste présente, bien que parfois mise à l'épreuve par des divergences internes et des tensions sur certains dossiers. La reprise économique connaît des hauts et des bas, et les tensions sociales pourraient ressurgir à mesure que la population locale commence à exiger davantage de réformes et d'améliorations dans sa vie quotidienne. La pression internationale, notamment sous forme de sanctions et de critiques, pourrait entraver les progrès réalisés. Dans ce scénario, le Sahel réussirait à maintenir une certaine stabilité, mais une transition complète vers une autonomie durable resterait fragile. Enfin, dans le scénario le plus sombre, la situation pourrait se détériorer à nouveau. Les tensions internes entre les pays sahéliens, exacerbées par des divergences politiques et économiques, pourraient s'intensifier. L'ingérence extérieure, qu'elle soit politique ou militaire, pourrait également déstabiliser davantage la région. Les groupes armés, bien que repoussés, pourraient ressurgir sous d'autres formes, menaçant la stabilité fragile obtenue. L'économie locale, encore vulnérable, pourrait être affectée par des crises externes, telles que des fluctuations des prix mondiaux ou des pénuries alimentaires. Dans ce scénario, la région retournerait dans un cycle de violence et d'instabilité, avec peu de perspectives de solutions à court terme. Quel que soit le scénario, les prochains mois seront décisifs. Le Sahel devra faire face à des défis multiples, mais la résilience des populations locales et la coopération régionale seront essentielles pour déterminer la trajectoire de la région. Le soutien international, tout en étant nécessaire, ne pourra remplacer les efforts internes pour garantir un avenir stable et prospère. La résilience du Sahel ne se limite pas à des considérations géopolitiques ou militaires. Ce modèle de résistance touche profondément les populations locales, mais il a aussi un impact plus large sur la communauté internationale. À travers l'exemple du Sahel, un message puissant est transmis, celui de la capacité d'une région en crise à se réorganiser et à reprendre le contrôle de son destin. Mais cette résilience, loin d'être un phénomène isolé, trouve son écho dans d'autres régions fragiles à travers le monde. Le Sahel incarne un idéal de résistance collective face à l'adversité. Les populations locales, souvent considérées comme vulnérables et isolées, ont prouvé qu'elles peuvent non seulement survivre, mais prospérer dans des conditions extrêmes. Les jeunes générations en particulier voient désormais dans cette transformation un modèle à suivre. Au-delà de la sphère militaire, ce renouveau a inspiré une nouvelle vision de l'avenir pour des milliers de jeunes sahéliens qui, grâce à cette victoire, se sentent investis d'une mission, celle de bâtir un futur autonome et prospère pour leur région. À l'échelle internationale, le monde commence à prendre conscience que la véritable force ne réside pas uniquement dans les armées extérieures, mais dans la capacité des populations locales à se défendre et à se réorganiser. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres pays en crise, notamment en Afrique, où les solutions externes ont souvent échoué. En effet, la solidarité locale et la résilience collective sont devenus les leviers les plus puissants pour restaurer la paix et la stabilité. Les puissances internationales, qui jusque-là ont sous-estimé cette capacité, doivent désormais reconsidérer leur rôle et la place des acteurs locaux dans la gestion des crises. Le Sahel, au-delà de sa victoire militaire, est un exemple de ce que peuvent accomplir les peuples déterminés à reprendre leur destin en main. C'est une invitation à repenser les réponses mondiales aux crises régionales et à valoriser les solutions locales.
pour assurer un avenir durable au Sahel et garantir que les transformations récentes ne se dissipent pas, un ensemble d'étapes stratégiques doit être mis en place. Ces étapes viseront à renforcer la stabilité, à favoriser le développement économique et à créer des bases solides pour la coopération régionale. La première priorité est de sécuriser les zones récemment reconquises. Cela implique de renforcer la présence militaire locale et de mettre en place des mécanismes de sécurité durable au niveau des villages et des villes. La stabilité est la clé de tout processus de reconstruction. Sans une sécurité de base, aucune autre réforme ne pourra prendre racine. Le succès de cette étape se mesurera par la réduction des incidents violents et la confiance retrouvée des populations locales. La deuxième étape consiste à restaurer les services essentiels. Les infrastructures de base comme les écoles, les hôpitaux, les points d'eau et les marchés doivent être rétablis rapidement. Cette réactivation des services vitaux restaurera non seulement la normalité, mais aussi la confiance des citoyens dans le gouvernement local. Une reprise rapide des activités économiques dans les zones sécurisées est un signal positif que la région se redresse. Ensuite, il sera nécessaire de stimuler l'économie locale en rétablissant les chaînes de production et en réactivant les routes commerciales. En encourageant les producteurs locaux à reprendre leur activité, le Sahel pourra non seulement renforcer son économie, mais aussi réduire sa dépendance aux aides extérieures. Cette résilience économique permettra de rendre la région moins vulnérable aux crises futures. Enfin, la formation d'une nouvelle génération de leaders locaux sera cruciale. Des programmes d'éducation et de formation destinés aux jeunes, aux enseignants, aux techniciens et aux médiateurs communautaires renforceront la capacité de la région à se gouverner de manière autonome. L'avenir du Sahel dépendra de l'émergence de ces nouveaux leaders, capables de porter les valeurs de résilience et de coopération au sein de leur communauté. Ces étapes, si elles sont mises en œuvre efficacement, offriront au Sahel une chance réelle de prospérer et de devenir un modèle pour d'autres régions en crise. Le Sahel, après des années de souffrance et de guerre, a trouvé une nouvelle voie grâce à la résilience de ses populations et à la direction audacieuse d'Ibrahim Traoré. Ce retournement stratégique n'est pas seulement une victoire militaire, mais une réappropriation de l'avenir par ceux qui ont toujours vécu dans l'ombre des conflits mondiaux. Le modèle de résistance sahélien démontre que, même dans les situations les plus désespérées, il est possible de se réorganiser, de se relever et de reprendre le contrôle. Ce renouveau est incarné dans les villages autrefois abandonnés qui renaissent, dans les familles qui retrouvent leur sécurité et dans les jeunes générations qui, désormais, se sentent investies d'un pouvoir qu'elles n'avaient jamais cru possible. Le Sahel n'est plus simplement une région en guerre, mais un symbole de résilience et de transformation. Cependant, cette victoire ne doit pas être vue comme un point d'arrivée, mais comme un point de départ. Il revient maintenant au peuple du Sahel de maintenir cette dynamique, d'assurer la stabilité et de créer un avenir durable pour eux-mêmes. Cette histoire de résilience est un exemple universel, rappelant que même les régions les plus fragiles peuvent se redéfinir et se reconstruire par la force de la solidarité et de l'adaptabilité. Le Sahel a montré au monde qu'il est possible de renverser une situation désastreuse en un temps record. Mais cette transformation n'est pas encore complète. Il reste des défis à surmonter, des tensions internes à apaiser et des réformes à mettre en place. Cependant, cette résilience retrouvée est un modèle pour d'autres régions confrontées à des crises similaires. Le Sahel nous rappelle qu'une communauté, unie et déterminée, peut changer son destin, même face à des forces extérieures plus puissantes. Maintenant, il est temps pour le monde entier de soutenir ce renouveau sahélien, non pas en imposant des solutions externes, mais en apportant un soutien respectueux de l'autonomie et des choix locaux. Les acteurs internationaux doivent reconnaître que l'avenir du Sahel se construit de l'intérieur, à travers l'action des populations locales, la coopération régionale et l'investissement dans les capacités humaines et sociales. Pour les jeunes générations sahéliennes, l'avenir est à portée de main. Le Sahel ne doit plus être vu comme une terre de guerre, mais comme un exemple d'espoir, de courage et de résilience. La route est encore longue, mais elle commence avec une question. Ensemble, pouvons-nous assurer ce changement durable pour le Sahel et pour d'autres régions du monde ?